Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue aux 20h sur Reflet d'Afrique Télévision. Au sommaire de ce journal, les orphelins de guerre étaient au cœur de la célébration en ce mercredi 6 janvier 2021 de Bamenda à Buea. En passant par Maroua et Bertois, la communauté camerounaise s'est penchée sur ces enfants qui ont perdu leurs enfants du fait de l'égocentrisme des hommes. Nous en parlerons dans ce journal. Suite au non-respect de la représentativité des ethnies dans la liste des chefs traditionnels du département de la Ménois, le président de la République Paul Biya convoque les électeurs de cette circonscription pour une élection partielle le 4 avril prochain. Et au Mali, les frappes françaises visant des djihadistes ont fait plusieurs victimes au sein de la population dimanche dernier dans le centre du pays. Une frappe aérienne qui intervient quelques jours seulement après la mort de 2 soldats français de l'opération Barkhane. Madame, Monsieur, voilà pour les titres de ce journal. Comme annoncé en titre, ce mercredi 6 janvier 2021, s'est célébrée la journée mondiale des orphelins de guerre. Des milliers d'enfants dans le monde sont séparés de leurs familles et abandonnés à leur sort. Le Cameroun en particulier fait face depuis plusieurs années à une crise socio-politique dans les régions anglophones et la guerre contre Boko Haram dans l'extrême nord du pays, mais également du côté de l'Est avec les rebelles de la Séléka où des milliers d'enfants sont restés orphelins. Liliane Fouguet. Ils sont des milliers à être transformés en épaves à cause de la guerre. Ils sont exposés à l'exploitation, aux abus systématiques et à la violence. Ces enfants orphelins de guerre souffrent encore des années de leurs blessures psychiques, du manque de soins et de l'absence de perspective. Des jeunes filles sont souvent victimes de viols systématiques ou contaminées par des maladies sexuellement transmissibles dans les conflits armés. Ainsi, les chefs de guerre cherchent à démoraliser les familles et les communautés villageoises ou à les diviser. Il arrive également que les femmes soient victimes d'abus pendant des années. Le Cameroun, pays de l'Afrique centrale, fait face à une guerre sans merci depuis près de 3 ans dans les régions dites anglophones. Depuis octobre 2017, les séparatistes y ont proclamé un État fictif, l'Ambazonie, faisant des milliers de morts et 700 000 déplacés, parmi lesquels les femmes et les enfants. On se souvient encore de Florence Ayafor, gardienne à la prison centrale de Bamenda, qui a été kidnappée et décapitée par des sécessionnistes le 29 septembre 2019. Un assassinat qui a suscité l'émoi au sein de la communauté camerounaise et internationale. L'attaque qui a plus suscité l'indignation dans cette crise socio-politique fut celle du 24 octobre 2020 où plusieurs enfants âgés de 9 à 12 ans ont été tués par un groupe d'hommes armés qui ont pris d'assaut la classe de 6e de la Moda Francisca International Bilingual School, un établissement secondaire privé situé dans la ville de Kumba dans le sud-ouest du Cameroun. Une barbarie de trop dénoncée par plusieurs organisations nationales et internationales. À cause de cette guerre et celle de Boko Haram à l'extrême nord du Cameroun, des milliers d'enfants sont affectés et séparés de leur famille. Elle les chasse de leur chez-soi, détruit les écoles et les centres de santé. L'on se demande encore aujourd'hui quand est-ce que cette guerre prendra fin. Cette journée qui se célèbre rappelle encore que le droit des enfants doit être protégé et ils doivent vivre dans un environnement pacifique, sans encombre, même si les adultes ont décidé de régler leur conflit par la voie de la violence. Très dur d'être à la place de ces milliers d'enfants. À la fin de l'opération Zéro Accident lancée en octobre 2020 en vue de traquer les hors-la-loi, le ministre des Transports camerounais Jean-Ernest Masséna-Ngalé Bibéhé a décidé du retrait le mardi 5 janvier 2021 des licences d'exploitation à 4 opérateurs de transport afin que ceux-ci servent d'exemple à ceux qui choisiront d'emprunter la même voie. Lesline Fumba nous en dit plus. Le ministre des Transports, sur la base des 937 morts causés par la route en 2019, avait décidé d'aller en guerre contre cette cause irréfutable de la mortalité au Cameroun. Il avait alors lancé l'opération Zéro Accident, visant ainsi à réduire durablement la cause des accidents routiers au Cameroun.
Cette opération, subdivisée en 2 phases, devait aller du 5 octobre au 29 novembre 2020 pour la première phase, dont l'objectif était de couvrir la période des rentrées scolaires, et du 30 novembre 2020 au 31 janvier 2021, ciblant les périodes de fin d'année. L'opération, qui s'est déployée dans les 10 régions et placée sur la coordination des gouverneurs des régions, a-t-elle véritablement changé quelque chose sur nos axes routiers? L'on serait tenté de dire non au regard de tous les accidents enregistrés sur l'étendue du territoire national pendant la fin d'année 2020. C'est comme pour sonner la fin de la récréation que le ministre Jean-Ernest Massinangale Bibert a décidé du retrait mardi dernier des licences d'exploitation à 4 entités traquées au terme des opérations de contrôle routière lancées en octobre dernier. Le ministre des Transports, qui ne badine pas avec la sécurité routière, en agissant ainsi veut impérativement rétablir l'ordre et discipliner tous les acteurs de son secteur qui prêchent par le faux depuis un moment. Il vient de servir contre les détenteurs de fausses vignettes de visée technique en activité sur l'ex-Lou Douala-Yaoundé. C'est à titre conservatoire qu'il a décidé du retrait de la circulation des véhicules appartenant à des personnes physiques et morales qui ont été traquées avec ce faux document dans le cadre de l'enquête administrative ouverte à cet effet. Par la même occasion, il a également procédé au retrait de leur licence d'exploitation et leur a infligé des amendes financières proportionnelles à leur grief. En dépit des mesures conservatoires prises à leur encontre par le ministre, ces entités ne seront pas exemptes des sanctions administratives et judiciaires qui pourraient leur être infligées également au terme de l'enquête ouverte pour établir pleinement leur culpabilité. Au terme des opérations de contrôle routier lancées le 5 octobre 2020 par le ministre des Transports, il a exhorté tous les automobilistes à plus de civisme et à un sens élevé de responsabilité pour lutter efficacement et durablement contre l'insécurité routière au Cameroun. 4 janvier 2019, 4 janvier 2021, voici déjà 2 ans que le TIF Dr Joseph John Goté trône à la tête du premier ministère camerounais du côté de l'immeuble L'Étoile. Durant ces 24 mois, elle a effectué plusieurs missions, que ce soit sur le plan économique, sanitaire ou sociopolitique. Mais quelques manquements restent néanmoins soulignés par plus d'un. Liliane Foggen dresse pour nous son bilan dans ce reportage. 2 ans qu'il est à la primature. 2 ans que le docteur Joseph Diangoté est à l'immeuble Étoile de Yaoundé. Nommé Premier ministre à la surprise générale le 4 janvier 2019, le TIF Diangoté n'était jusque-là que ministre chargé de mission à la présidence de la République. Durant 24 mois, il aura avant tout marqué l'opinion par la tenue régulière des conseils de cabinet tous les derniers jeudis du mois. Sa première grande action d'éclat, il la réalise 1 mois seulement après sa nomination. Il s'agit de l'organisation du 6 au 7 février 2019 à Yaoundé des toutes premières assises générales de la commune où ont participé plus de 700 personnes de profils divers qu'il a lui-même présidé et adressé un état des lieux de la décentralisation au Cameroun. TIF Joseph Diangoté bénéficie de la confiance du chef de l'État camerounais. Dans ce sens, il lui a confié l'organisation du grand dialogue national dans la perspective de la recherche d'une solution définitive à la crise anglophone. Des assises organisées à Yaoundé entre le 30 septembre et le 4 octobre 2019. Cette rencontre historique de Yaoundé aura permis de consolider la voie du dialogue et de l'échange entre les fils et filles venant de tous les coins et recoins du Cameroun. Au cours de la dite rencontre, plusieurs solutions ont été prises à l'instar de la libération et de l'abandon des poursuites judiciaires au profit des 333 personnes détenues dans le cadre de cette crise, de la création de la House of Chiefs, de celle portant promotion des langues officielles, entre autres. Il s'est également rendu dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest en mission d'apaisement où il a annoncé que le président Biya est désormais prêt à discuter de tout, hormis la sécession ou la séparation. Sur le plan sanitaire, on lui reconnaît par ailleurs la coordination parfaite de la riposte contre la pandémie du nouveau coronavirus sous la supervision du président de la République qui a permis à notre pays de maîtriser les affres de cette maladie, avec l'ouverture du fonds de solidarité à plus de 10 milliards de francs CFA. Sur le plan économique, le Premier ministre a su implémenter des réformes courageuses définies par le chef de l'État pour maintenir l'économie nationale. Il a par ailleurs présidé la 10e édition du Cameroun Business Forum à Douala en 2019 et à Yaoundé en 2020 où très peu de personnes ont participé à cause de la crise sanitaire.
Lors de son premier passage à l'Assemblée nationale, il a répondu aux questions des députés au sujet de la faible exécution du budget d'investissement public dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et les a rassurés quant aux mesures prises pour y remédier. Malgré ces actions d'éclat, le bilan du docteur Joseph Diangouté reste mitigé pour plusieurs observateurs. Outre le fait qu'il n'est pas parvenu à résoudre la crise anglophone qui, aux yeux de Paul Biya, demeure l'un des problèmes les plus urgents, le climat des affaires reste morose. Le Cameroun a perdu une place dans le classement Doing Business en 2019. Le pays est passé de la 166e à la 167e place. Par ailleurs, aucun projet structurant dit de seconde génération n'a été réalisé jusqu'à présent, excepté l'aménagement hydroélectrique de Natigal dans la région du centre. Plus que quelques mois et les Camerounais pourront goûter au plaisir de se faire établir un passeport biométrique en moins de 24 heures. Le partenariat signé le consortium allemand INC Agency et l'État du Cameroun devra faciliter la production des dits documents rendus à quelques heures de la date fatidique. Pas l'ombre de la mise en place des structures devant abriter les engins pour la confection de ce précieux sésame. Carole Noukoua, reportage. Non, ce n'est pas un rêve. D'ici mars 2021, les Camerounais pourront s'offrir un passeport biométrique en 24 heures et 48 heures pour la diaspora. Plus besoin de se faire arnaquer 150 000 ou 300 000 francs CFA pour espérer avoir le précieux document ou attendre passer des années pour entrer en possession du précieux sésame. Le contrat signé entre le consortium allemand INCM Agency et l'État du Cameroun pour la production des passeports biométriques vient mettre fin à ce qui a été longtemps considéré comme la croix et la bannière. Une nouvelle qui avait sonné comme une fausse note au regard des difficultés que rencontrent de nombreux Camerounais dans l'établissement de leur passeport. Entre arnaques, extorsion, surenchère, pénurie du talent et longue période d'attente, comment ne pas être dubitatif au regard des nombreuses déceptions que connaissent les usagers camerounais? Ce partenariat avec le consortium allemand ne ramènera-t-il pas le Cameroun à connaître les mêmes problèmes? Même si les autorités allemandes ont rassuré l'opinion publique sur la technologie la plus avancée au monde qui y sera déployée, l'homme reste tout de même sur ses gardes. Quels sont les moyens de paiement qui seront utilisés? Se feront-ils en ligne ou en cash? Et pour ce qui est du volet confection, dans quel cadre se fera-t-il? Rendu à quelques mois de la date fatidique, aucune communication n'a été faite quant à l'acquisition de nouvelles machines. L'on se souvient d'ailleurs qu'au cours de la signature du contrat le 17 septembre 2020, le partenaire allemand avait rassuré quant à la création et la construction des centres ultra-modernes. Où en sont ces promesses faites? Pour ce qui est de la page en polycarbonate ultra sécurisée et personnalisée, comment le partenaire allemand compte-t-il s'y prendre? Toutefois, il faut reconnaître que si ce rêve devient réalité, le Cameroun aura fait une véritable avancée dans la résolution de son problème d'identification. Car il faut souligner que l'acquisition d'un passeport au Cameroun ces derniers mois est un véritable parcours de combattant. Suite au non-respect de la représentation des ethnies dans la liste des chefs traditionnels du département de la Ménois, le président de la République, Paul Biya, convoque les électeurs de cette circonscription pour une élection partielle qui devra avoir lieu le 4 avril prochain. Carole Noukoua, une fois de plus. C'est dans un décret signé le 4 janvier 2021 que le président de la République, Paul Biya, a convoqué le collège des électeurs de la circonscription électorale de la Ménois pour le dimanche 4 avril 2021 à l'effet de procéder à l'élection des représentants du commandement traditionnel du département de la Ménois au Conseil régional de l'Ouest. Car, faut-il le rappeler, l'élection du 6 décembre dernier n'ayant pas eu lieu dans cette circonscription administrative à cause de la liste des chefs traditionnels qui ne comportait que 3 chefs Bamileke et aucun chef Mbo. Une liste qui avait été alors invalidée par le conseil électoral vu qu'elle ne respectait pas la composition sociologique de la Ménois. Par conséquent, le commandement traditionnel de ce département était privé de siège au conseil régional de l'Ouest. Les chefs traditionnels de la Ménois avaient donc décidé de porter à l'attention du père de la nation, Paul Biya, ce qu'ils avaient considéré comme étant une décision imbue d'injustice de la chambre administrative. Cette élection partielle du 4 avril prochain, convoquée par le président de la République, se focalisera uniquement sur la catégorie du commandement traditionnel. En clair, les chefs traditionnels de la Ménois vont retourner aux urnes pour élire leurs représentants, soit 3 chefs traditionnels et ce, conformément au décret du 2 septembre qui fixe le nombre de conseillers régionaux par département et par catégorie.
catégories. Le problème survenu lors des élections des conseillers régionaux pose sur la table l'épineux problème du découpage administratif. Comment comprendre que des ressortissants du département du Mungo, région du littoral, se retrouvent à élire leur chef traditionnel dans la Ménoire, région de l'Ouest? Un découpage administratif qui n'a pas seulement impacté les Mbo, mais aussi certains ressortissants de la Sanaga-Maritime qui se sont retrouvés dans le Nyon et Kélé, région du Centre. L'année 2020 aura été pour les populations de la ville de Maroua dans l'extrême nord du pays une année difficile imposée par la pandémie du nouveau coronavirus. Cette situation a effectivement impacté gravement plusieurs secteurs d'activité de la région. Outre cette maladie, les populations ont également noté des problèmes sécuritaires. Le reportage de Amidou Kayou et Fabien Payanfou. C'est noté à 20 sur 20. L'année 2020 a été fauchée pour les populations de l'extrême nord par la pandémie coronavirus. À Maroua, comme partout ailleurs, le Covid-19 a fait parler de lui. Cette crise sanitaire qui, de façon considérable, a plombé l'activité socio-économique, a tout de même permis aux résidents de la ville de Maroua et de l'extrême nord de se mouvoir sur le plan politique. Autre sujet non des moindres, la sécurité qui aujourd'hui plus qu'hier a cristallisé toutes les attentions des populations. Pour cette nouvelle année, l'on espère une stabilité politique, sécuritaire, économique et socio-culturelle pour la plus belle des régions. Boko Haram ici, sécessionniste là-bas, la pandémie coronavirus partout, vivement que ce cortège de malheur s'éteint avec l'an 2020 qui s'achève. Au Mali, des frappes françaises, nous l'annonçons en titre, visant des djihadistes ont fait plusieurs victimes au sein de la population dimanche dernier dans le centre du Mali. Une frappe aérienne qui intervient quelques jours seulement après la mort de 2 soldats français de l'opération Barkhane. Leslie Fumba. Plus d'une vingtaine d'habitants tués dans le village de Boti, tel est le bilan d'une attaque de l'armée française ciblant les djihadistes dimanche dernier dans le centre du Mali. La rumeur a enflé durant le week-end sur les réseaux sociaux et a été renforcée par le silence observé des autorités maliennes. Interrogés par l'agence France Presse, les villageois racontent que les tirs sont venus d'un hélicoptère non identifié lors d'un mariage et déclarent avoir été surpris par l'intensité de la frappe de l'hélicoptère volant très bas, ce qui a contribué à disperser tous les convives qui se sont retrouvés dans les broussailles pour la plupart. Rapidement, une association locale pour la promotion de la culture des Peuls a fait état d'une frappe aérienne ayant coûté la vie à une vingtaine de personnes civiles au moins. La France, principale mise en cause dans ce drame par la voix de son état-major, a refuté toutes ces accusations. Selon la France, une patrouille d'avions de chasse a neutralisé des dizaines de djihadistes préalablement repérés par une opération de renseignement de plusieurs jours et rejette la thèse d'un mariage sur les lieux de l'attaque. Toujours selon la France, c'était une frappe menée après un processus particulièrement formel et multipartite sur un groupe armé terroriste pleinement identifié après un regroupement d'informations, des attitudes, une posture sur une zone caractérisée. La région de Motip, où se trouve Bounti, à quelques 600 km de la capitale de Bamako, est l'un des principaux foyers des violences parties du nord en 2012 et qui se sont propagées depuis 2015 vers le sud du pays, mais aussi au Burkina Faso et au Niger voisin. L'ancien chef de mission militaire française à l'ONU, le général Dominique Tika, souhaite faire taire la polémique et rappelle que son pays est aux côtés du gouvernement malien. Il est important de rappeler que cette frappe aérienne intervient quelques jours après la mort de 2 soldats français de l'opération Barkhane qui compte 5100 militaires repartis dans 100 pays du Sahel. Selon Florence Pally, ministre française des armées, son pays devra bientôt réduire ses effectifs militaires au Mali, décision qui sera prise au sommet du G5 Sahel en février prochain. Après la libération de Pascal Afin-Guessan, président du Front populaire ivoirien, le FPI, parti de Laurent Gbagbo, le parti annonce en effet par la voix de son secrétaire général et porte-parole Isiaka Sangaré sa participation aux élections législatives prévues pour le 6 mars 2021. Il s'engage également à faire prospérer la vie politique ivoirienne. Au Soudan, l'Égypte et l'Éthiopie ont repris dimanche dernier des pourparlers autour du barrage du Nil construit par l'Éthiopie et qui impacte considérablement la vie des populations égyptiennes et soudanaises. Madame, Monsieur,
C'est sur cette note d'information que nous mettons un terme à ce journal. Merci de l'avoir écouté. Nous disons un bonsoir tout à fait particulier aux membres de la communauté des malentendants qui suivent cette session d'information avec beaucoup d'intérêt. Retrouvons-nous demain quand il sera exactement 20 h.